Merci beaucoup donc à Luca pour cette troisième intervention donc de la matinée. Il y a énormément de points qui ont été abordés par les uns et les autres, et d'ailleurs qui se croisent, hein, puisque finalement, Luca, quand tu abordes la question du seuil et de l'empiètement finalement entre le réel et l'image picturale, c'est évidemment des choses qu'on retrouve, tu l'as très justement dit, dans le panorama, ou simplement les effets de réel qui ont été évoqués en effet par Martin Barnier. Alors, des petites choses, en effet, la question de l'adresse que tu mentionnes également dans la peinture, hein, et qui revient finalement aux questions qui ont été posées donc, dans le dernier projet qui avait été présenté par Laurent Lescope, justement cette question donc, du miroir, de l'adresse aux spectateurs. Donc il y a en effet plein de questions qui sont là, qui sont posées. Ce que je propose peut-être, c'est si les intervenants eux-mêmes ont envie de se poser des questions, parce que je pense qu'elles sont multiples. S'il n'y en a pas, alors par contre, j'ai moi-même des questions que je serais très intéressée de vous poser aux uns et aux autres. Donc, mais la parole à nos invités en premier. Je vois que Martin a levé le doigt. Donc, je vais couper mon micro pour lui donner la parole afin qu'il n'y ait pas de larcène. Donc, si on peut juste respecter ça de telle sorte à ce que ça soit le plus clair possible. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste demander à la fois à Luca et à Laurent, nous, dans l'histoire du cinéma de la 3D, avec Iraki Tsopanidou, on avait vu une différence entre les années 50 et les années 2010, dans le fait que dans les années 50, il y avait beaucoup d'effets de jaillissement, donc c'était hors de l'écran, et depuis Avatar, tous les effets 3D sont beaucoup plus du côté de l'immersion, où on n'a pas trop de jaillissement en fait, et même il y a des fanatiques de 3D qui regrettent beaucoup ça. Est-ce que dans votre vision, dans vos optiques, et notamment Laurent, dans ce que tu vois qui est comme travail à l'œuvre actuellement dans le 360, est-ce que ces éléments-là entrent en ligne de compte? Oui, alors effectivement, cette question du jaillissement, je le retrouve aussi dans le traitement du son 5.1. Et peut-être que ce sera un point justement de reconnexion après avec le propos de Lucas, où effectivement le jaillissement, en fait, on a ce cadre qui définit l'espace de l'écran qui a été débordé par le son, et on sait que dans l'histoire du cinéma, l'arrivée de la stéréophonie et après du 5.1 a été éminemment discutée comme étant un débordement de l'espace diégétique qui était presque problématique finalement. Et on retrouve ça effectivement dans le traitement de la stéréo avec des choses qui sont en arrière du cadre, enfin du plan de l'écran, comme le son finalement va être aussi repoussé en arrière du plan de l'écran, c'est-à-dire qu'on va centraliser un maximum les effets dans l'axe de vision principal et essayer de limiter autour. Alors, il y a eu, je pense, deux choses. En tout cas, pour l'image, on a parlé beaucoup d'effets et finalement, on sortait de la narration. En fait, tout le problème, c'est de savoir comment on arrive à rester dans la narration. Et on a vu qu'effectivement, les effets de jaillissement portaient les spectateurs hors de la narration, puisque l'effet prenait le pas sur la narration. Et de la même façon, au niveau du traitement du son, quand le débordement stéréophonique était tel qu'on entendait des voix à droite, à gauche, etc., le spectateur sortait parce qu'il y avait un doute sur le fait que ce que l'on entendait appartenait bien à l'espace de la narration et n'était pas, au contraire, dans l'espace de vision. Et c'est très symptomatique dans le mixage des DVD. Quand les premiers DVD sont sortis, on avait des sons 5.1 qui étaient vraiment très, très enveloppants, avec des effets qui étaient répartis tout autour du spectateur. Et on a vu une forme de rabattement, finalement, des sons appartenant à la narration pour, finalement, ne donner que l'ambiance autour. Et c'est
Alors, si je peux me permettre, l'idée du cadre, justement, est vraiment un support tout à fait intéressant pour pouvoir traiter ces effets d'immersion, puisque le cadre, en gros, c'est aussi un vecteur et on est obligé de ramener ça au théâtre paladien avec finalement la disposition de frontalité, avec effectivement le trompe-l'œil qui donne la profondeur, et puis après cet effet alors, qui est intéressant à discuter, c'est-à-dire qui est complexe à discuter de ce qu'est le cadre dans la narration. Dans le cinéma 3D, effectivement, où est le cadre? Moi, j'aime bien parler d'épaisseur de l'image et je fais référence par rapport à ça à Soulages, quand il parle de sa peinture, où il dit que ce qui caractérise sa peinture, justement, c'est que euh, le, le regardeur, pour reprendre le terme de Régis Debray, est à l'intérieur même de la peinture. C'est-à-dire que pour le coup, on a un renversement de l'effet 3D où l'effet 3D part en profondeur et Soulage je vais dire maintenant, moi, je crée un espace en avant de la peinture et mon spectateur, je le place à l'intérieur de cette peinture. Et, c'est vrai qu'on ne peut pas séparer cette question du cadre avec au niveau de la pensée, de l'arrivée du paysage. C'est ce qui a précédé les panoramas, parce qu'en fait, les panoramas arrivent conceptuellement parce que soudainement, on se met à penser au paysage. Et donc, on va essayer d'ouvrir le cadre au maximum et puis se dire, tiens, on peut regarder tout autour de soi et poser une nouvelle question sur la position justement du regardeur, qui n'est plus un vecteur qui va dans une direction avec la position du prince, position privilégiée, mais cet élément de liberté. Par rapport à l'image, il y a peut-être une dimension que l'on oublie un peu trop vite et que j'évoquais par rapport au son, c'est justement la dimension sonore. Et j'ai trouvé dans le bouquin de McLuhan là, sur le message, massage, quelques petites phrases, parce que le livre est composé de petits slogans, de petites phrases. Et il y a un moment, il y a un élément d'une pertinence infinie, c'est que, en fait, notre vision, elle est toujours cadrée, puisque évidemment, on a notre champ de vision qui définit par nature même un cadre. Et même quand on est dans l'immersion, même quand on est à 360, même on a de toute façon, et comme Lucas l'a dit, cette idée du corps qui refait cadre, mais il y a cadre. Alors, donc, McLuhan dit, ben oui, puisque cette vision est cadrée, en fait, il y a un effet d'enchaînement et la narration travaille sur cet effet d'enchaînement. Et forcément, on a quelque chose qui est linéaire. Et peut-être que ce que va reposer l'immersion, mais là, je vous pose à tous les deux la question, en tout cas pour savoir comment vous réagissez par rapport à ça, parce que c'est la question de la linéarité de la narration à l'intérieur d'un espace à 360. Et finalement, on n'est pas obligé d'être linéaire. On a aussi des effets d'abandon qui peuvent être proposés, de dire, bah oui, je ne suis pas obligé de tout voir, je ne suis pas obligé de tout percevoir au même moment, ou comme Tati le disait dans Playtime, c'est-à-dire qu'on peut regarder, puis après on retourne voir le film, puis on voit d'autres détails que l'on n'avait pas vus auparavant. Et McLuhan précise, et c'est là je trouve qu'il y a une chose vraiment qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le sonore est le vrai espace d'immersion, puisqu'il est réellement à 360, que l'on entend réellement et simultanément dans toutes les directions, et qu'il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans l'espace visuel, à passer d'un élément de focalisation à un autre. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a un sujet qui est assez passionnant, justement sur la question narrative, puisque derrière, il y a la grammaire il y a la grammaire à 360, celle sur laquelle j'essaie de travailler, et effectivement sur peut-être la simultanéité temporelle que l'on peut installer dans des espaces immersifs. Merci Laurent, c'est très intéressant. Merci Martin pour la question. Alors, effectivement, ça serait bien de faire, comme tu fais, une archéologie des différentes périodes et voilà les tendances, par exemple, la 3D années 50 et maintenant. Et je trouve que ça, c'est un travail auquel on peut pas... voilà, c'est pas un travail qu'on peut négliger. Et, alors, ce que je pense que
en lisant le dernier livre de Francesco Casetti, de Lumière Galaxy, il y a justement toute une idée sur la 3D, donc comme nouvelle, ancienne forme du cinéma. Et l'idée que je trouve toujours intéressante, c'est qu'il faut peut-être voir toujours le mouvement dialectique. C'est-à-dire que la 3D existe parce que c'est toujours un mouvement à deux. D'un côté, le spectateur est aspiré par la perspective parce que sûrement il y a un fond en perspective photographique et puis il y a l'effet des jaillissements. La frontière entre les deux effets est invisible. C'est l'autre dispositif que Louis Marin mettait comme dispositif de présence, c'est-à-dire les plans. Alors, pas plan au sens cinématographique, mais le plan au sens de Louis Marin, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la quatrième paroi du cube scénographique, qui est justement invisible. Mais sur cette paroi, se joue justement l'effet de jaillir sur le spectateur, ou plutôt d'inspirer le spectateur dans l'espace de l'image. Ça serait intéressant de voir comment les tendances se sont et pourquoi et quels sont les effets demandés à la 3D ou pourquoi la 3D change d'intensification de ces effets de jaillissement. Mais voilà, en tenant compte le fait qu'il y a toujours un mouvement dialectique. L'immersion, si vous voulez, c'est toujours un mouvement dialectique, ce n'est pas un mouvement unilatéral. Et par exemple, Gravity de Quaron, on voyait bien dans la version 3D les astronautes qui venaient vers nous, mais parce que d'un côté, on était inspiré par, c'est-à-dire c'est la voûte sphérique des étoiles et de l'espace. Donc, je crois que là, l'effet était extraordinaire, justement parce qu'il y avait les deux. Et donc, moi, je trouve que Gravity a été un des films qui a utilisé la 3D de façon la plus efficace possible. Après, efficacité, effectivement, c'est un terme un peu général. Et puis, si vous me permettez, la question qui posait Laurent sur l'effet qui prend le pas sur la narration. Alors ça, c'est une question qui est au centre du cinéma aussi. Parce que déjà, quand tu as les plans séquences met en discussion tout cela. Il y a les films expérimentaux des années 70 qui ont amené ces réflexions aux extrêmes. Souvenez-vous de Michael Snow du film Wavelength. Donc, c'est un gros, c'est un plan séquence, un travelling, et tout autour du travelling, il y a l'action qui se passe. Et donc, voilà, c'est des réflexions qui ont été au centre d'autres périodes et d'autres médias, si on peut dire comme cela, où finalement, ou sinon, par exemple, souvenez-vous des réflexions qu'il faisait Jacques Rancière sur le film de Bellatar. Finalement, on voit très bien que dans le film de Bellatar, dans Les Chevals de Turin, la narration, à un certain moment, ça passe un deuxième, un deuxième niveau, et on est tellement emporté par l'effet des images et donc la logique sensible des images. Alors, est-ce que la logique sensible des images, elle aussi a une narration intrinsèque? Oui, mais elle est faite d'intensité plutôt que de une logique de narration sur des personnages, sur des conflits, etc., etc. Donc, voilà, encore une fois, il y a une dialectique, mais qui est là depuis toujours. Même la peinture, quand on a dit de passer de la peinture du Moyen-Âge à la peinture en perspective, et donc condenser toute l'histoire dans un tableau, et avec les personnages, ils ne pouvaient pas se répéter comme on faisait au Moyen-Âge. Donc là aussi, on s'est dit, on doit condenser tout dans une image, et donc l'image
doit avoir, encore une fois, j'essaie de le dire comme ça, mais on pourrait le dire différemment. Et on a trouvé des stratégies pour multiplier les temporalités à l'intérieur de l'image elle-même, et donc de travailler ces qualités environnementales de l'image. Peut-être une courte réponse pour Luca là, sur la question de jaillissement et d'intégration et d'immersion en même temps. Dans le cinéma 3D des années 2010, ce que j'ai repéré dans systématiquement tous les films, c'est un effet de poussière, de neige, de microparticules qui sont dans la fenêtre stéréoscopique, donc qui donnent l'impression d'être en train de tomber à l'intérieur de la salle. Et qu'on soit chez Godard dans Adieu au langage, où il y a plein de scènes qui sont sous la neige, ou dans Avatar, où il y a les flamèches et les poussières d'explosion, eh bien, on a cette volonté, finalement, par une sorte de presque jaillissement, de poussière et de nuages qui vient à l'intérieur de la salle par la fenêtre stéréoscopique, d'immersion du spectateur, parce que on doit ressentir la communion, je pourrais dire, avec les personnages. On a, nous aussi, cette espèce de poussière qui vient sur nous. Donc, c'est une des stratégies que je vois là utilisées notamment dans le cinéma 3D le plus récent. Qui est le même pour le son, hein. C'est la même stratégie pour le son. Et justement, Martin, je pense qu'on peut évoquer Panique sur Florida Beach, où il y a ce travail sur l'immersion. On voit comment le gérant de la salle essaie d'augmenter les effets de relief et finalement jusqu'à mettre à l'intérieur même de la salle une partie du spectacle, parce que c'est ça aussi. Et avec ce franchissement, parce que Lucas parlait, renommait cette ligne de partage des eaux là, comme le nomme Svoboda, cette espèce de frontières qu'il ne faut pas franchir finalement, parce que dans l'histoire du cinéma, on a beaucoup de films, en commençant par un Rose pourpre du Caire, où le spectateur entre dans l'écran et à chaque fois c'est une expérience traumatique, alors qu'on se dit, ben, c'est ça l'immersion finalement, je rentre dans l'écran et puis je suis au sein même de l'histoire. Et on voit que c'est à chaque fois un désastre, finalement, de réussir. Et effectivement, ce repérage de dire où est cette frontière qu'on arrive à suggérer, soit par le cadre, et peut-être que ce jaillissement stéréo fait partie de ça. Peut-être que c'est une façon de protéger le spectateur aussi en disant, mais l'espace diégétique est bien cerné finalement. On regarde par la fenêtre et puis, mais on n'est pas exactement dedans. On est au bord des choses et donc on garde ce sentiment de voyeur finalement. C'est peut-être un des éléments. Recording has stopped. Au niveau de la stéréo, il y a deux effets en plus. On sait qu'il y a une stéréo parallèle et une stéréo convergente. Et de la même manière, dans la réalisation de films, il y a parfois l'hésitation entre les deux, entre les effets de stéréo convergente ou divergente qui font qu'on va se focaliser sur quelque chose ou pas. Et puis il y a ce travail tout à fait remarquable dans La Haut aussi. On va utiliser le relief du film pour aider la narration, puisqu'on sait que le début du film dans La Haut et la stéréo est très très faible. Puisque les personnages sont prisonniers finalement de leur affect, prisonniers de leur monde. Et au fur et à mesure qu'ils viennent s'émanciper, la profondeur de l'image se fait de plus en plus importante jusqu'à devenir complètement. Et ce travail narratif sur la profondeur de l'image, il y a pas beaucoup d'exemples en fait de narration utilisant la stéréo comme support justement. C'est vraiment narratif. Pourrait intervenir puisque... Oui, je peux. Vous m'entendez? Oui. Oui, cette question de la position du corps par rapport à l'image, ce que vous appelez l'image, enfin, l'environnement virtuel qui est représenté, c'est une question que j'aborderai demain un peu plus en détail
et bien comprendre l'aspect sensorimoteur et cognitif de l'être humain. Et quand on est spectateur au cinéma ou quand on est à l'intérieur de l'environnement virtuel, ce que propose la réalité virtuelle en général, on est évidemment dans la scène. Donc j'expliquerai un peu ces différences importantes à bien comprendre pour l'évolution possible. Alors après, sur la question un peu sur le jaillissement au cinéma, c'est une remarque, hein, c'est pas forcément ce que vous avez dit, c'est important, parce qu'évidemment, par rapport au déroulement de l'expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jaillissements, qu'on a fait en abuser un peu, ça a une contrainte pour le système visuel. Et donc, il y a certaines personnes qui ont du mal à fusionner les deux images, surtout quand il y a beaucoup de jaillissements importants. Donc, on a un peu trop abusé dans les années 50, 60, 70, un peu de jaillissement. Alors, il y a peut-être aussi les stérographes, hein, les spécialistes qui évidemment aidaient les réalisateurs de cinéma, qui ont peut-être aussi cette idée-là de dire, bon, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas trop abuser, surtout si on veut avoir, évidemment, au niveau économique, un grand panel de spectateurs qui acceptent de voir le cinéma stéroscopique, hein, ce qu'on appelle vulgairement le cinéma 3D. Mais donc, c'est peut-être aussi une condition plutôt voilà, technico-physiologique et commerciale de dire, bon, ben, on ne va pas trop abuser sur les jaillissements parce qu'il y a quand même un certain nombre de pourcentages de spectateurs qui ont du mal. Alors, et vous verrez qu'en général, on en fait un peu, comme disait dans la publicité avec les bonbons Haribo, on en fait un petit peu, ça va, mais la quantité de relief, ce qu'ils appellent les spérographes, le budget des stéroscopies, il ne faut pas trop en abuser. Et donc, c'est peut-être aussi une contrainte physiologique qui intervient. Mais c'est une intuition, je ne suis pas forcément sûr là-dessus. Et parce que ça marche bien si on est bien placé dans la salle aussi. Oui, alors bien sûr, il y a plus à la contrainte qu'on n'aura pas en réalité virtuelle, puisque chacun, dans les cas classiques, a son visiocasque, et donc on règle pour chaque personne. Là, évidemment, il y a la contrainte que si vous êtes tout près de l'écran, vous avez plus de sollicitations pour le système oculomoteur. Mais moi, j'aurais aimé justement peut-être qu'on positionne les choses parce que là, ce qu'on aborde, c'est dans la lignée en fait du 360, c'est-à-dire où on est plus proche d'une écriture cinématographique et où en effet l'adresse qui peut être faite au spectateur est d'un autre ordre que quand on se retrouve dans une situation de VR, où là, on est déjà dans un système d'interaction parce que le jaillissement de la stéréoscopie amène justement à considérer le spectateur comme individu et donc à le pointer. C'est pour ça que les phénomènes de neige, de pluie ou de choses comme ça relèvent de l'environnement et donc maintiennent les spectateurs dans leur situation d'un au milieu d'un espace, alors que l'adresse directe renvoie davantage à un système d'interaction, puisque à partir du moment où on s'adresse à nous, on aurait spontanément tendance à vouloir réagir. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu parlais, Luca, de l'ombre dans Carnet qui est cette idée très, très juste, c'est-à-dire que si on a l'ombre, notre corps est bien là dans la scène, et donc nous sommes là présents individuellement. Et d'ailleurs, je voulais juste dire que je ne sais pas si tu as fait l'expérience immersive, là pour le coup, qui était de l'animation, qui était Sens, qui avait été faite à partir d'une BD de Marc-Antoine Mathieu. La grande intelligence était de mettre nos pas qui nous accompagnaient et donc qui signifiait la présence de notre corps. Et c'est vrai que je pense que là, quand on parle justement d'écriture, on se retrouve ici peut-être dans des zones un peu comme ça de frontières qui sont à la limite entre quelque chose qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans une situation de passivité, quand on est dans une écriture plus proche cinématographique, et quelque chose qui est plus dans une activité lorsque on s'approche de dispositifs VR. Et c'est vrai que le rôle du spectateur à ce moment-là est toujours un peu ambivalent et pas toujours simple à cerner. Et je pense que c'est des questions, en tout cas, ça va être très intéressant de les aborder, je pense, demain,
avec nos intervenants. J'aurais aimé par contre qu'on aborde peut-être aussi, puisque ça avait été amené ce matin, cette différence entre l'expérience collective et l'expérience individuelle qui est puisque les panoramas sont une expérience collective. Alors évidemment, les sensations, les effets de réel qu'on peut avoir avec des dispositifs mécaniques qui relèvent des parcs d'attractions, donc qui donnent des sensations corporelles très fortes, sont à la fois collectives et en même temps ressenties individuellement. Mais j'aurais aimé avoir vos points de vue, vos approches dessus, puisque la peinture est elle-même une expérience qui peut être collective, surtout dans des architectures. Et en même temps, comme tu l'as montré, certaines peintures ont ce jeu plutôt de l'individuel, du point de vue vers lequel on pointe. Donc voilà, c'est une question ouverte, mais il me semblait que c'était important aussi parce qu'on est dans des langages, en effet, qui vont trouver, en effet, leur mode opératoire selon les choix que l'on fait, qui sont à la fois des choix techniques, de dispositifs et d'écriture. Je peux dire un mot rapidement. Effectivement, la question expérience collective et individuelle est assez fondamentale. Au moment où on avait commencé à réfléchir autour de ce sujet, l'idée de repartir vers les systèmes anciens donnait d'une certaine manière une réponse. Et c'est pour ça que je mettais en parallèle les deux inventions des frères Lumière entre leurs lunettes et puis le cinéma. On sait qui a gagné à la fin. En fait, puisque les deux systèmes sont apparus, il y en a un qui a gagné quand même, c'est l'expérience collective, c'est le cinéma. Le cinéma qui a emporté les panoramas également, mais en tout cas, c'est bien cette expérience collective qui a emporté l'ensemble. Donc, on peut se poser la question actuellement, alors que le match se rejoue d'une certaine manière un peu plus de 100 ans après, de savoir est-ce que de nouveau on va avoir le même vainqueur ou est-ce qu'il va y avoir peut-être cette fois-ci individuel. Mais ce que l'on commence à voir avec les casques, et puis que ce soit Facebook derrière, mais sûrement pas innocent non plus, c'est que effectivement, on va essayer de retourner vers des expériences collectives. Il est vrai que si on résume l'immersion à simplement un jeu dans l'image, on n'est pas vraiment complet dans la définition. Il y a bien d'autres choses qui jouent, et puis je pense que Philippe nous rappellera ça plus tard sur même des choses qui peuvent se passer dans les transmissions d'hormones, de crainte, de joie, de plaisir, qui vont faire que effectivement la coprésence participe complètement à ce que l'on peut ressentir. Puisque on pourrait presque dire de façon un peu provocatrice qu'un système immersif qui marche très bien, c'est le livre. Hein. On est très très bien immergé dans un livre. Donc finalement, que l'on soit appareillé et instrumenté un maximum, c'est pas ça qui fait réellement la différence. En revanche, effectivement, au niveau cognitif, on met en œuvre des fonctions, et parmi elles, l'interaction avec l'autre est complètement participante. Et on le sait en plus que quand on parle d'immersion, ce qui est intéressant, c'est d'abandonner en plus l'armature technique, presque pour dire finalement, si on enlève le spectacle vivant de rue est un exemple tout à fait parfait d'immersion. On est en plein dans une histoire que les artistes viennent nous délivrer. Ça marche à 360, on est immergé dans le son, dans l'espace, mais c'est aussi évidemment la relation à l'autre, ce que l'on raconte et la façon dont on interagit qui fonctionne très très fort. Là, il y a un défi aussi bien en termes d'écriture maintenant pour les dispositifs que après sur ce qu'ils peuvent devenir. Je faisais référence à Tati tout à l'heure quand il disait Tati, on peut être dans la même salle et regarder le film en s'interpellant les uns les autres en disant regarde là-bas à cet endroit de l'écran il se passe telle chose. Et quand on a composé justement le dispositif Hérodor, celui du train, en fait, avec cette image enveloppante tout autour. L'idée était purement ça, c'est-à-dire que chacun puisse regarder tout autour. Et il y a un moment, on interpelle et on dit oh, regardez, c'est magnifique là-bas. Dans cette expérience collective, effectivement, je pense qu'elle est vraiment au cœur
de ce que peut être la narration aussi dans ces espaces-là. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurent, l'idée de, en fait, tu as eu une très bonne idée en mettant le Kinora, qui est donc une visionneuse des lumières, et puis donc il y a le cinématographe en même temps, et puis bon, en plus tu as rajouté le fait qu'ils avaient le système Photorama à 360 degrés, mais moi j'explique aux étudiants le kinétoscope d'Edison, c'est exactement la taille d'image que vous avez sur votre téléphone portable. Donc quand vous êtes en train de regarder une image sur votre téléphone portable, vous revenez en 1891-92, au moment où le kinétoscope d'Edison, c'est une petite image, on se penche dessus et on regarde et c'est pas plus grand que ça. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on voit qu'il y a une cohabitation des deux continuellement, quoi. Donc, dans toute la deuxième moitié du 19e siècle, on a tous les systèmes de stéréoscope où on a juste une photographie stéréoscopique et on la regarde et c'est une visionneuse individuelle, voilà. Et puis, simultanément, on a des panoramas où on est plein ensemble pour regarder quelque chose autour de nous. Donc, je crois qu'il y a une cohabitation toujours des deux éléments, à mon avis. J'aimerais rebondir justement là-dessus, parce que vous l'avez un peu tous abordé aussi, c'est la question du contexte de l'expérience. C'est-à-dire que ça soit justement dans les dispositifs qui ont été mis par vous, Laurent Lescope, dans vos projets, la dimension pour Martin Barnier, cette dimension presque de parc d'attractions qui est proposée. Quand vous parlez de parcours, on a vraiment cette idée qu'il y a une immersion du corps, une expérience physique qui accompagne celle de l'image ou qui fait partie de la narration. Et évidemment, à l'origine, on a bien entendu donc ces espaces qui ont été conçus donc à Pompéi, où on a justement cet espace qui est un espace qui est vécu et dont l'image est le prolongement et où les deux sont toujours en présence mutuelle, puisque cette question, évidemment, est centrale. Donc, peut-être que vous pouvez préciser peut-être des choses là-dessus, parce que c'est vrai que là se pose maintenant la question, en effet, des contextes de l'expérience. Alors, est-ce ils doivent être d'ordre magistral ou peut-être au contraire identifiés. Je pensais en voyant votre projet là avec le train, évidemment, qui a son origine aussi dans les expériences de 1900, mais je pensais à l'expérience qui a été faite par Nicolas Peufailly, les passagers. Donc cette idée qu'on utilise finalement un train existant pour contextualiser l'expérience de rencontre des personnages dans ce même contexte. Donc, ces jeux, voilà, j'aurais aimé que peut-être vous réagissiez à ces questions. Un petit mot sur cette question, mais aussi sur la dernière question. Je suis d'accord que les expériences collectives et individuelles se sont toujours un peu croisées dans l'histoire des médias. D'ailleurs, il y avait aussi les expériences collectives des visionneuses dans le Kaiser Panorama, donc voilà, où il y avait effectivement plusieurs gens dans la même salle qui voyaient avec une vision individuelle. Mais surtout, par exemple, Alexandro Iñárritu, quand il parle du développement de son installation Carne y Arena, il dit ce que je voudrais faire, c'est parce que effectivement Carne y Arena, c'est une expérience pour un seul spectateur. Lui, il voudrait non seulement le faire pour plusieurs spectateurs, mais que les spectateurs puissent interagir dans l'espace virtuel. Et donc la collectivité se déplace sur l'espace narratif. Et donc, par le biais des avatars ou d'autres stratégies. Et donc là, l'idée, encore une fois, c'est le corps du spectateur qui devient cadre, mais aussi qui spectateur, joueur. Alors là, évidemment, entre les étymologies de observateur, spectateur et joueur, il y a toute une panoplie de réflexions à faire.
Mais l'idée, c'est justement que le spectateur devienne non seulement le cadre, mais aussi l'image elle-même. Et donc, voilà, la collectivité de ceux qui voient l'image se déplace dans l'image elle-même en tant qu'acteur. Voilà. Et, sur la deuxième question, je laisse les autres peut-être répondre parce que je ne voulais pas. Moi, je peux amorcer. Martin a montré quelque chose de très très important parce que c'est assez souvent laissé un peu de côté par les approches savantes, c'est tout ce qui est parc d'attraction. Et effectivement, c'est un univers qui a pensé, mais très très bien, cette question du rapport entre l'environnement, la scénographie finalement de ce qui est proposé, le rapport au spectateur avec ce qu'il voit, la façon de l'accueillir, puisqu'il y a 3 temps toujours à penser, c'est très très important par rapport à ça. C'est la façon dont on accueille, le spectacle lui-même et la façon dont on raccompagne d'une certaine manière le spectateur. Et les exemples qu'a montré Martha sont vraiment, les expositions universelles, les parcs d'attractions sont des sources euh, insondable, tout à fait passionnante pour comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, elles sont un peu méprisées parce que, effectivement, et Martin l'a bien dit, ça marche, s'il y a du succès, ils font de l'argent et, et puis à cause de ça, on dit, ah ouais, d'accord, c'est juste du money maker ou autre chose. Non, c'est extrêmement bien pensé. Et effectivement, expérience collective et individuelle par rapport à ça, il y a plusieurs façons de penser la chose. Le dispositif lui-même peut être collectif avec ce processus d'accueil, etc. Mais même le processus individuel, on peut le mettre dans quelque chose qui est de dire comment, une fois que j'ai vécu mon expérience, on évoquait Carnegie Arena et puis d'autres encore, comment une fois que j'ai vécu mon expérience, je peux continuer à la faire vivre en partageant avec les autres. Les autres qui ont pu la vivre, c'est un peu comme au cinéma où on est chacun un peu dans le silence et après quand on sort, on discute du film que l'on a vu ensemble. Et comment dans une expérience individuelle, on peut avoir un temps, mais qui est conçu spatialement, qui est scénographié. Nous, on avait vraiment travaillé dessus dans l'expérience que j'ai montrée là pour la deuxième expérience de Clermont-Ferrand, où il y a cette maquette. L'idée, c'était de dire, vous regardez le film, mais en fait, au départ, on avait songé à un accueil avec des gens qui étaient en blues, etc., en disant, vous allez faire une expérience et le film que vous allez voir, en fait, est le résultat d'une expérience sur laquelle vous allez pouvoir agir. Donc, il y avait un avant, il y avait un pendant et puis il y avait un après. Donc, une narration globale qui englobait l'ensemble de l'expérience. Et effectivement, là, on est vraiment dans des jeux de scénographie, de mise en scène qui sont très, très importantes, qui ne sont pas complètement encore tout à fait pensées. C'est ce sur quoi nous, on travaille vraiment à l'école d'archi parce qu'on pense qu'il y a vraiment un espace très, très fort. Oui, sur ce que tu viens d'évoquer, il y a quelque chose qui est intéressant, c'était Johan Bourgeois, il y a 2 ans à la Biennale de la danse à Lyon, et il y a des gens qui accueillent, et puis tout le monde se rassemble dans une sorte de cercle, et puis tout d'un coup, quand on met les lunettes virtuelles, ben, on voit tous les autres autour, et tout le monde a tout d'un coup une capuche, et en fait, finalement, il y a un nombre de participants prévus pour correspondre aux personnages qui sont dans l'univers virtuel. Et donc, on a comme ça une sorte d'ambiguïté, on n'arrive plus à savoir la limite entre les deux. Et puis, évidemment, on peut essayer de pousser, mais il y a des gens qui sont autour pour pas qu'on se casse la figure non plus, parce qu'on va arriver sur des murs ou sur des limites. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Mais en fait, moi, je repensais aussi au plafond des églises baroques dont tu parlais, Luca, parce que on a collectivement, on regarde le plafond, si c'est à la messe, tous les gens vont à un moment ou à un autre regarder en l'air et être tous ensemble dans cet environnement qui attire vers les cieux, quoi. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce qui est recherché par le peintre baroque. Donc, il y a ce lien-là du groupe avec une attraction dans quelque chose qui est spectaculaire, quoi, et qui veut donner la grandeur, en l'occurrence, de la chrétienté vue par les peintres catholiques italiens de l'art baroque. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir aussi, je crois qu'il s'appelle David, mais
je ne sais pas si ça avait un lien là avec. Oui, bonjour. Donc, c'est David Erkan. Je suis enseignant-chercheur à la faculté d'architecture de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Je remercie d'abord tous les intervenants pour leur présentation qui sont pleines d'informations extrêmement intéressantes pour moi. Donc moi, je fais une recherche plutôt sur la VR en tant que moyen de conception pour les architectes. Donc j'ai peut-être un point de vue qui est un peu différent de ce que vous avez présenté, mais ce qui est intéressant, c'est cette notion d'expérience et puis également en fait d'intervention de l'utilisateur en tant qu'acteur et la participation physique qui est un peu le pendant de l'environnement immersif qu'on néglige très souvent. Alors, il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé dans les présentations, mais notamment sur un point qui était mentionné par, je pense, Lucas, dans la dernière présentation, concernant les manières d'enrichir les environnements VR actuels à l'aide des stratégies historiques dans l'art et les médias. Mais donc, on voit qu'en fait, historiquement, cette question de mixité du média, elle a toujours été inhérente à ce type de médium. Et on voit qu'aujourd'hui, quand même, dans les dispositifs actuels, il y a une forme de désincarnation physique ou du corps. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'estime que l'environnement immersif actuel désincarne très fort le corps et le physique. On le néglige très, très fort. Et ça reste un environnement assez sec, en tout cas, dans les productions qu'on en a, et même à travers le dispositif. Donc j'aimerais savoir comment envisagez-vous en fait la suite du développement du média immersif actuel. On parle beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de vidéo 360 je dirais que tous ces médias ont l'air de prendre chacun leur chemin, mais d'être également en compétition. Donc, voilà, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question-là? Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense que… Ouais, moi, je peux proposer juste un truc en disant que, alors, vous avez raison, cette intermédialité interne manifeste ou latente, c'est un phénomène qu'on peut effectivement trouver dans tous les médias. Je trouve que, sauf que dans ce qu'on appelle la réalité virtuelle, dans ses différentes formes, cette intermédialité est très manifeste. Parce que effectivement, c'est un grand conteneur de tous les autres médias. Sur le point de la désincarnation, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que comme je montrais, mais vraiment juste en passant l'image, mais souvent, quand on se regarde le nombril, on a ou une continuation du décor, ou une sorte d'image d'erreur, un glitch. Donc voilà, finalement, ce glitch-là manifeste d'une difficulté à traiter la complexité et je dirais même l'opacité du corps. En fait, ce qu'on traite, c'est la traduction des mouvements de corps à mouvement de motion capture. En fait, la motion capture
c'est quelque chose qui est dans le cinéma depuis longtemps, depuis une trentaine d'années. Alors, Martin, si j'étais une bêtise, tu me dis non. Et je trouve qu'il n'y a pas trop d'études sur l'esthétique de la motion capture. Et maintenant, la motion capture est sur le corps du spectateur qui devient un peu acteur. Mais évidemment, on n'a pas trop réfléchi sur le fait que le corps, justement, est quelque chose d'excentrique à la motion capture, est quelque chose qui excède la motion capture. Et donc, voilà, on finit pour le désincarner, pour désincarner les corps du spectateur de la réalité virtuelle. Pour l'instant, on en est là. Donc, pour rebondir sur quel est l'avenir, j'en sais rien, sauf que je dirais que d'un côté, il y a beaucoup de potentialités dans la réalité virtuelle esthétiques qui sont pas développées, et notamment il faudrait réfléchir sur comment les autres médias ont pu travailler sur les qualités d'environnement de l'image. Et puis de l'autre côté, justement, c'est les corps. C'est toute l'attention, même, je dirais, narrative, à comment traduire l'opacité du corps dans le déroulement des images. Parce que, justement, c'est les corps qui activent les images, et donc c'est les corps qui est maintenant le moteur de l'image, et les corps, c'est l'opacité et l'excentricité par excellence. On a beau à le cerner dans des dispositifs d'attention, on a beau à les mettre à l'encadrer, voilà, mais les corps, heureusement, est quelque chose qui est totalement récalcitrant à des actions voilà, des diagrammatisations. Et donc, jouer là-dessus, c'est, je crois, une idée pour l'avenir de la réalité virtuelle. Philippe Fuchs voulait intervenir. Oui, intervenir. Moi, je développerai un peu plus en détail l'immersion corporelle qu'on permet à l'utilisateur dans la réalité virtuelle et l'incarnation que l'on va proposer. Alors, il y a des difficultés technologiques, mais qui sont surpassées, qu'on a bien maîtrisées, hein, sur la mocap, etc., et sur le comportement. Et donc, il faut prendre le cas inverse. À la base, c'est la personne qu'on va mettre en immersion dans un environnement virtuel. Et donc, j'expliquerai un peu plus, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, puisque pour laisser des questions à d'autres et les débats. Mais je réexpliquerai un peu, évidemment, l'approche est totalement différente de ce que vous avez. Puis là, vous avez un discours, évidemment, vous venez du cinéma. Et quand on vient de la réalité virtuelle, on a un discours différent et on va parler justement de l'immersion corporelle dans ces environnements que l'on peut faire. Alors, la question plus générale sur l'usage de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, bon, il faudrait passer une journée à expliquer toutes les possibilités qui sont, même dans le côté architecture, on a quand même bien maîtrisé depuis 25 ans l'intérêt de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée pour les applications professionnelles. Bon, maintenant, ça s'adresse plus au grand public. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'idées. Bon, il y a aussi des contre-idées, des fausses, des fake news, on appelle ça, évidemment, puisque les grandes entreprises et les GAFA et compagnie essayent de vendre même des usages qui ne sont pas forcément utiles, comme on a eu l'usage que j'avais prévu que c'était inutile, c'était la télévision stéréoscopique en 3D. Hein. Donc, il faut faire attention à tous les discours, mais la question générale d'usage de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est très large. Je ne pense pas que ce soit l'objectif d'en parler dans ce séminaire. Mais si on parle sur la question de la réalité virtuelle pour l'art et pour le rapport avec le cinéma, bon, je repréciserai un peu des notions de base sur l'immersion du corps face à ce que vous appelez, vous, les images, mais moi, ce que j'appelle face à l'environnement virtuel qu'on crée autour de la personne. Et des possibilités d'incarnation avec des difficultés, bien sûr, qui se fait puisqu'on est dans un environnement qui n'est plus l'environnement réel et qui pose des problèmes sensorimoteurs et cognitifs. Il y a peut-être un élément de réponse quand même en allant puiser dans l'histoire des fictions, cette fois-ci, plutôt que celle des techniques, c'est comment on a imaginé la réalité virtuelle il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans et encore avant, mais au cinéma cette fois-ci. Et
Et là, c'est assez passionnant parce que c'est une espèce de resserrement en ce moment qui interroge. Euh, Parce que finalement, on rabat tout sur le casque actuellement. Et Player One, on est un petit peu l'exemple. Alors que quand on remonte dans l'histoire justement des représentations ou des visions de l'avenir de la réalité virtuelle, et plus on va dans le passé, comment le passé va voyer notre avenir, c'est de moins en moins instrumenté. On peut penser dans une étape intermédiaire à comment ça s'appelle cette espèce de film où le personnage est harnaché dans une espèce de roue comme ça et Cobaye, le film le Cobaye. cobaye, voilà, absolument, oui, oui, le cobaye. Et puis, si on remonte avant, finalement, on va voir qu'on est plutôt sur un siège et puis on a des ondes qui arrivent dans le cerveau. Et puis, avant, bah, c'est simplement une pilule que l'on prend. Et puis, ça y est, c'est parti, quoi. Et, Oui, oui. On m'a beaucoup questionné depuis, à chaque fois les journalistes qui me parlaient de la réalité virtuelle, ils me faisaient toujours référence à la réalité virtuelle vue dans les films de science-fiction. oui, oui. Alors, la réalité virtuelle vue dans les films de science-fiction, c'est pas la réalité virtuelle que l'on peut faire. Hein. Il y a des choses qui sont similaires, mais alors il y a beaucoup à dire. Et j'étais obligé un peu, parce qu'on souvent m'interrogeait sur les films, donc je les ai presque tout vu après pour être sûr de pouvoir décortiquer. Et c'est vrai qu'on peut en faire tout un livre sur l'imaginaire de ce qu'on présente dans la réalité virtuelle. Avec le fantasme, on va faire une copie parfaite du réel. Et puis tout ce qu'on peut faire concrètement Ouais, ouais. avec les technologies qu'on a et qu'on aura demain. Il y a la série Upload en ce moment qui est assez intéressante sur cette vision intermédiaire et finalement sur la cohabitation d'un corps mort et d'un corps présent. Comment la réalité virtuelle peut sauver de la mort. Bien, merci à tous pour ces riches échanges. Je suis de retour parmi vous pour recadrer nos enjeux de temps aussi. On va peut-être prendre une dernière question s'il y en a une. Sinon, on va conclure cette première session. Il y a toujours une possibilité, évidemment, en fin de journée, de rediscuter des éléments de la première session si jamais il y a des questions qui n'auront pas été posées tout de suite ou des gens qui sont malgré tout un peu frustrés de ne pas avoir pu discuter davantage. Donc, éventuellement, une dernière question, une dernière remarque ou un dernier échange. Et puis après, bon appétit, on déjeune et on se retrouve à 14h30. À 14h, pardon, à 14h. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Il y avait une dernière question sur la chat, mais si Thomas Messonnier est là, je voudrais bien que... Thomas Messonnier, est-ce qu'il peut prendre la parole s'il est présent parmi nous ? Vous posez sa question. Sa question était la suivante, donc peut-être que s'il ne nous entend pas, au moins on l'aura à l'enregistrement. Donc je lis directement. Veuillez m'excuser, j'ignore si la question est pertinente, mais doit-on rapporter la volonté de s'absorber dans une image à un éventuel instinct de se distancier des illusions et au dépassement de soi que représente un tel acte? Voilà la question telle qu'elle est formulée. Moi, je suspends la réponse en attendant que Thomas vienne nous expliquer un peu. La réélaborer peut-être. Ouais, parce que c'est très intéressant. Je vois qu'il y a une source d'intérêt dans sa proposition, mais je veux être sûr que... voilà. Mais sous-jacent à cela, moi, ça me fait penser à une chose. Il y a David Erkan qui voudrait reprendre la parole, donc on va lui redonner. Mais ça me suggère quelque chose de passionnant en éthologie. Qu'on pourrait étendre à l'être humain, évidemment. Ce sont toutes les stratégies de défense ou alors d'attaque qui sont liées à la feinte. Et ce qui est très intéressant, c'est que la feinte, le camouflage, ça ne représente pas uniquement des éléments formels qui sont présents sur le corps, attachés à la physiologie, à la couleur, etc., des organismes considérés, mais aussi à leur manière d'agir. Et là, par rapport à l'idée d'un instinct de se distancier des illusions, il y a aussi un instinct de production d'illusions. Donc, il y a quelque chose sur le plan éthologique
donc des animaux en général, qui peut être intéressant à questionner et que peut-être Philippe Fisch pourra évoquer, disons, en passant demain, ou qui pourrait discuter de son intervention. Donc peut-être David Erkan, je crois que vous voulez intervenir. Oui, merci. Voilà, j'ai une seconde question. Au cours des présentations de ce matin, on a beaucoup parlé des dispositifs d'immersion, spécialement historiquement, en tant qu'attraction. Mais on a peu abordé en fait leur transfiguration aujourd'hui. Leur transfiguration, pour moi, c'est quand même l'environnement vidéoludique, donc le jeu vidéo. Autant en termes de médias hybrides qui a la capacité en fait de générer d'autres formes d'art, que ce soit de l'architecture, de l'art en tant que tel, de l'animation par exemple, du cinéma d'animation. Vous en avez peu parlé en fait, vous avez surtout abordé les aspects historiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'héritier de tout ce qu'on a abordé ce matin, c'est un peu le jeu vidéo, et c'est pour moi l'élément chaînon entre toutes les autres disciplines, et c'est lui qui a permis également à l'environnement immersif de revenir à l'avant de la scène. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, même s'il y a un côté un peu marketing à travers le jeu, et comme certains d'entre vous l'ont abordé également à travers l'architecture, tout ce qui est promotion, etc. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, ça m'interpelle à nouveau beaucoup en tant qu'architecte, parce que dans mes manières d'enseigner, j'utilise beaucoup ce type d'environnement. En tout cas, la question du jeu est centrale dans les manières d'enseigner. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, spécialement l'avis de Laurent qui nous a partagé une expérience assez intéressante au niveau de l'enseignement. Voilà. Alors, effectivement, par rapport à l'école d'architecture de ma génération, souvent on venait à l'école d'architecture parce qu'on était passionné de cinéma ou de bande dessinée. Et les étudiants maintenant viennent à l'école d'architecture parce qu'ils sont passionnés de jeux vidéo, qu'ils maîtrisent à la fois la façon d'interagir avec les jeux, mais également souvent le fait de savoir réaliser des espaces à l'intérieur des moteurs de jeux vidéo. Donc ça, nous, on l'a complètement intégré à l'enseignement. Je stupéfie les étudiants quand je leur dis jouez à des jeux vidéo. Plus vous jouez, plus vous serez au point pour ce que l'on va faire ensuite. Donc, quand je dis ça le premier jour, ils me regardent en disant si c'est du lard ou du cochon, si c'est une blague ou pas. Et puis après, effectivement, oui, parce que pour l'architecte, c'est aussi des outils. Ce sont les outils, ce sont les interfaces. Et puis, il y a la question dans ces environnements. Et quand on parlait tout à l'heure de scénographie, en fait, on n'a pas encore abordé la question de la scénographie, de l'espace immersif, parce que la reproduction mimétique du réel n'est pas toujours très intéressante. Et le fait d'aller explorer de nouveaux univers, c'est aussi un ensemble, enfin un horizon de conception qui peut concerner les architectes et qui est tout à fait passionnant. Donc, en tout cas, pour l'architecture, c'est vraiment quelque chose qui est très important. En revanche, ça reste encore marginal, c'est-à-dire qu'il y a un effet générationnel qui est très fort et tous mes collègues ne sont pas tout à fait prêts à accueillir ce type d'idée. Et puis après, il y a un autre sujet par rapport à l'architecture et ça, ce sera peut-être aussi un dialogue d'avoir avec Lucas, avec Martin et puis avec Philippe aussi, c'est la question de la transgression, puisque ce qui caractérise quand même le jeu vidéo, c'est pour ça que ça les rend intéressants, c'est quand même ce phénomène de transgression. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, en se démocratisant maintenant, nous permet d'avoir des expériences de transgression qui sont très fortes, sont souvent les plus intéressantes. Et ce serait intéressant de voir comment cette transgression dans lesquelles on est actif, parce qu'il y a la transgression, quand on va au cinéma, finalement, on peut se projeter dans les capacités que peuvent avoir les personnages que l'on voit, mais quand on est
vraiment aux commandes finalement de la narration que l'on vit, cette histoire de transgression que l'on trouve dans l'anthropologue, de sens, transgression du réel, transgression de mécanismes de la vision. Je pense que là, on a un vrai sujet de réflexion et d'étude, sachant, alors là, peut-être Philippe pourra indiquer, il y a toujours le débat de savoir si ce que l'on vit en virtuel marque autant cognitivement que ce que l'on vit en réel. Je sais qu'il y a des débats que c'est pas tranché tout à fait par rapport à cette question. Oui, il y a eu beaucoup d'études sur cette question qui concerne plutôt la formation en réalité virtuelle par rapport à la formation en réel, le problème de mémorisation et d'apprentissage. Aussi, c'est un grand développement. Enfin, on va en reparler de long en large. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Je vais renvoyer à ceux qui ont écrit sur ces questions-là. On va conclure cette session et réserver d'autres discussions à la fin de la deuxième session. Il y a également une table ronde, je vous le rappelle, qui est thématisée, mais si on a encore du temps, on peut revenir sur certains aspects qui ont été proposés aujourd'hui. Je rappelle aussi aux personnes qui sont à l'écoute qu'il y a une journée également demain qui va revenir sur certains aspects. Et pour celles et ceux qui n'auront pas l'occasion de les suivre, des enregistrements sont en cours et seront mises à disposition sur le site.